reprise en main politique d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, en fait, il distingue deux choses. C'est ce qu'on appelle le domaine réservé, ce qui relève du domaine de François Bayrou. Or, il a un problème, c'est que l'économie de guerre, est-ce que ça fait partie du domaine traditionnel ou est-ce que ça fait partie du domaine réservé? Et donc, comme il y a un flou, il s'embroche dedans, il s'en profite. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'en fait, pour la première fois depuis la dissolution, le président de la République redevient et augmente dans les sondages portant sur sa cote de popularité. C'est-à-dire que depuis la dissolution, il tombait petit à petit et tous les mois, il perdait des points d'opinion. Depuis la crise entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, pour la première fois, Emmanuel Macron retrouve et repasse en tendance haussière. C'est l'effet drapeau, ça? C'est l'effet drapeau et aussi, c'est aussi parce qu'il a été crédible, il a été plutôt bon, été considéré comme plutôt bon sur la séquence avec Donald Trump. L'autre point aussi, c'est qu'il n'y a personne actuellement pour porter le dossier qu'il porte actuellement, parce qu'en Europe, on a une faiblesse extraordinaire qui est que le chancelier allemand n'est toujours pas en poste et que Keir Starmer est dans les mêmes difficultés qu'Emmanuel Macron, voire même plus prononcé sur le champ intérieur britannique, et qu'il n'y a personne en Europe capable de pouvoir le porter. Et sur la scène nationale, François Bayrou et aucun autre ministre n'apparaît avoir la stature pour porter un sujet tel que l'économie de guerre, hormis peut-être Sébastien Lecornu qui a de l'expérience, mais qui ne s'entend pas très bien avec le Premier ministre. Et donc, en fait, par choix, il n'y a plus qu'Emmanuel Macron pour porter ce dossier qui fait consensus au sein de la majorité, d'autant plus que les partis constituant la majorité du bloc présidentiel et du bloc socle commun, soit Laurent Wauquiez ou Gabriel Attal, laisse Emmanuel Macron s'occuper de ce sujet, qu'il n'y a pas de contestation de son leadership sur ce plan-là. Catherine Tricot, finalement, peut-être qu'au... Il y a deux choses. La première, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas forcément dans la même attitude qu'il était avant la dissolution. On l'a vu lorsqu'il s'agissait de choisir un Premier ministre, il a réuni plusieurs fois les chefs de parti, qui soient d'opposition ou de la majorité, pour essayer de créer un consensus sur qui pourrait être Premier ministre et qui pouvait dégager un Premier ministre qui tienne au moins quelques semaines et quelques mois, l'histoire de faire adopter le budget, que ce soit avec Michel Barnier ou François Bayrou. On y reviendra. Sur l'autre point, moi je pense que c'est ça le sujet essentiel, c'est que de toute façon, les choix effectués pour financer l'économie de guerre sont très compliqués et surtout sont impopulaires. Or, quand on regarde les enquêtes d'opinion à ce stade, pour l'instant, donc post-choc Zelensky et post-choc Trump, c'est la ligne d'Emmanuel Macron qui est majoritaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Français sont d'accord pour soutenir l'Ukraine à 60%, mais il y a uniquement 20% d'entre eux qui sont prêts à faire des efforts supplémentaires. Et donc, quand on regarde le détail, lorsque vous posez la question aux Français sur comment ils veulent financer l'économie de guerre, ils disent pas d'augmentation d'impôts, éventuellement un emprunt, mais ça dépend des conditions de l'emprunt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on paye plus d'intérêts que ce que ça pourrait nous rapporter en termes d'économie pour notre réseau de défense. Et surtout, 60% d'entre eux disent la chose simple, c'est qu'ils veulent financer l'économie de guerre en sacrifiant d'autres dépenses. C'est un sondage qui a été fait par Ipsos pour la Tribune du dimanche dernier. Donc lorsque vous prenez toute cette voie, c'est à peu près le discours et la position tenue par Emmanuel Macron qui est de ne pas augmenter les impôts ou si peut-être à la marge sur quelques points spécifiques et surtout donc du coup faire des économies, donc réviser le modèle social pour financer l'économie de guerre. C'est à peu près la ligne majoritaire partagée par 50-60% de l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts actuellement. Certes, faire des efforts pour la France, oui, faire des efforts supplémentaires pour l'Ukraine actuellement, il n'y a personne qui veut le faire. Ça ne se traduit pas par les programmes des sur le reste du monde. Je pense que c'est plutôt ça, l'insistance qui est portée sur le flanc gauche de l'Assemblée nationale. William T. Arnaud Stéphane. Mais Catherine, quand tu dis qu'actuellement on peut négocier éventuellement, le problème qu'a Emmanuel Macron et qu'a l'ensemble de l'Union européenne, c'est que ça fait 2-3 ans qu'on essaie de négocier, mais qu'on n'a pas d'atout pour le faire. C'est ce que disait Bismarck, la diplomatie sans les armes, c'est un peu la musique sans les instruments. C'est-à-dire qu'on essaie de négocier, mais on n'a pas d'atout pour pouvoir le faire. Négocier avec qui ? Par exemple, stopper le conflit avec Poutine. Le point qu'on a avec Poutine... moi je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, il y a un sommet qui se passe en Afrique du Sud, UE-Afrique du Sud. C'est fondamental, ça, comme sommet. Eux, ils ne sont pas concernés par la guerre en Ukraine, ils s'en foutent. Ensuite, après, sur le sujet... on ne s'en fout pas qu'en tant qu'Europe, pour se donner de la force, d'avoir des relations avec le monde. Sur le sujet de la Russie, pourquoi est-ce qu'il y a une urgence à le faire ? Lorsqu'on veut passer en économie de guerre, il faut 3 à 9 ans pour passer en économie de guerre à plein régime. Les seuls qui ont réussi à le faire en 2-3 ans, c'est les États-Unis de Franklin Delano Roosevelt. Et, évidemment, les gens comprennent qu'aujourd'hui, l'Europe et la France n'ont pas le même niveau industriel que les États-Unis de 1940. L'autre point aussi, c'est l'écart stratégique qu'on a. En termes de matériel de guerre, sur les avions, la Russie a plus d'avions que l'ensemble des pays européens réunis, comprenant les Britanniques. Sur les chars, les Russes ont plus de chars que l'ensemble des pays européens réunis. Sur les systèmes de défense, sur les véhicules de combat, ils ont plus de véhicules que nous tous réunis. Donc aujourd'hui, si par cas, on se dit que Poutine, comme le dit Zelensky, a raison et qu'il va retenter l'opération dans 4-5 ans, il faut commencer à faire des efforts aujourd'hui pour qu'on ait une armée dissuasive pour empêcher Poutine de menacer nos intérêts en tant qu'Européens. Effectivement, tu as raison, Poutine n'attaquera pas la France.
France à l'heure actuelle parce qu'on a l'arme nucléaire. Mais si on veut protéger, reprendre notre leadership et retrouver notre place dans le concert des nations et donc protéger l'ensemble des Européens pour prendre la place des Américains, on est obligé de se lancer maintenant pour produire des effets dans 2, 3, 4 ans pour protéger l'ensemble du territoire européen. Arnaud Stéphan, on prend votre avis avant de terminer. C'est une question de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à quelques heures de la réunion dont on parle? En fait, Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, ils sont pas du tout sur la même position, même de constat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron considère que, en fait, on est toujours allié des États-Unis, mais il faut retrouver une autonomie stratégique et qu'il faut faire face à la menace principale qui est Poutine. Or, il y a un problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, depuis l'élection présidentielle 2022, considèrent que Poutine n'est pas une menace tant que ça, c'est une menace pour les Ukrainiens, mais non pas une menace pour la France et pour l'Union européenne, parce qu'il n'y a aucune chance, selon eux, que Poutine attaque soit les pays baltes, soit la Roumanie, soit la Finlande. Voilà. Donc ça, c'est une différence de constat, même pas sur les moyens, sur l'analyse globale. Le deuxième point qu'elle a, c'est qu'en fait, comme elle sait que la ligne d'Emmanuel Macron est quand même majoritaire sur le fait du soutien à l'Ukraine, elle essaie de trouver des angles en disant qu'Emmanuel Macron profite de cette position non pas pour agir au nom des intérêts de la France, mais en fait pour se redorer le blason et se remettre au centre du jeu. C'est qu'en fait elle fait une attaque politicienne là où elle ne parle pas des sujets internationaux, ce qui lui permet de déplacer le débat non pas sur l'analyse géopolitique mais sur l'analyse politique. Ensuite, après, sur le sujet qui est posé sur Emmanuel Macron et sur les coalitions, en fait je pense que ce qu'il cherche à faire, c'est pas séduire la France insoumise et le Rassemblement national. De toute façon, ils sont contre même son constat et sa position. Par contre, là où il peut construire un cercle intéressant, c'est en partant des socialistes jusqu'aux républicains. Pourquoi cela? Parce que lorsque vous prenez les socialistes, le dernier candidat des socialistes aux élections européennes, c'était Glucksmann. Qu'est-ce que dit Glucksmann? Glucksmann dit depuis le début qu'il faut passer en économie de guerre. La question, c'est comment on fait pour arriver à passer en économie de guerre. De la même manière, lorsque vous prenez le président du groupe de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, il dit la même chose. Il dit que l'Europe et la France doivent se réveiller et qu'il faut également passer en économie de guerre. Donc là, vous avez un champ théorique possible pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui vous permet de dégager un consensus. Et qu'est-ce que peut faire le président de la République? C'est au-delà des clivages partisans et politiques au sein de l'Assemblée, il peut jouer l'opinion pour obliger les socialistes et les républicains à soutenir son projet de réforme. Je ne suis pas sûr que les républicains soient totalement opposés à ce qu'il propose, notamment sur prendre une partie des droits et du train de vie de l'État pour financer l'économie de guerre. Je ne suis pas sûr qu'ils soient contre. Maintenant, le sujet, c'est de convaincre les socialistes. Ouais. Et si l'ensemble de l'opinion est pour, peut-être que les socialistes feront la même position et les changements qu'ils ont fait sur le budget, c'est-à-dire une opposition d'emblée, mais finalement, l'opinion les obligera à adopter une attitude qui soit plus responsable et en faveur du président. Laïc. Oui, c'est vraiment à destination de l'opinion, parce que